Ouais. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Oui, merci pour l'invitation. Merci aussi voilà, tout le travail de préparation et le travail aussi de traduction. Et aussi merci au personnel du Parlement de nous accueillir. Voilà, je suis un petit peu mal à l'aise en venant vous présenter cette présentation parce que je voulais vous présenter des tableaux et graphiques et il se fait qu'on est encore lié avec le cabinet logement sur la question et ils m'ont demandé explicitement de ne pas vous présenter certains tableaux. Je suis un peu mal à l'aise. Évidemment, c'était des tableaux récents qui demandaient à être vérifiés, etc. Mais il me semble que c'est toujours plus pédagogique de montrer les choses. Donc, je vous demanderai de les imaginer et j'essaierai de faire preuve de pédagogie. En tout cas, je peux vous présenter les tendances. Et donc, voilà, vous plisserez les yeux, vous les imaginerez très fort et vous devrez me faire confiance surtout. Donc, j'ai reçu 3 questions pour aujourd'hui. Quels sont les critères pour déterminer le loyer de référence? Vous avez compris que c'était central, ce loyer de référence. Quelles limites on pouvait présenter concernant ce système de loyer de référence, et en particulier les limites liées aux données et à la méthodologie? Est-ce que cette grille est améliorable ou est-ce qu'en fin de compte, on devrait sortir de ce principe de loyer de référence? Alors, d'où je parle? Je suis chercheur à l'ULB, je suis financé comme assistant, donc je donne des TP, je réalise une thèse. Cette thèse est en cours de finalisation, elle porte sur l'extraction de la rente dans le secteur de la location de logement. Alors, j'ai été invité parce qu'on a écrit un article avec un collègue qui s'intitulait « En finir avec la grille des loyers et la rente locative », qui avait été publié à l'Observatoire belge des inégalités, il est toujours en ligne. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je présenterai des éléments supplémentaires, mais l'essentiel est là. Et cet article faisait suite à un contrat de recherche, en particulier en 2020-2021, qui avait pour objet d'évaluer la grille des loyers et de l'actualiser. Et donc, la grille qui est aujourd'hui, qui a été récemment publiée, c'est la grille que moi et un collègue, on a réalisée. Récemment, on a obtenu un deuxième contrat de recherche. Ce contrat porte sur l'enquête de l'Observatoire des loyers. C'est l'enquête qui sert à construire la grille. On porte aussi sur le fait de créer une nouvelle grille et puis sur le profil des bailleurs. Alors, voici un petit plan. Donc, je reviendrai je vais dire quelques mots de contexte et puis je parlerai du modèle, les données, les équations et quels contournements les propriétaires pourraient, à mon sens, utiliser. Et puis, j'essaierai de présenter quelques éléments a priori aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour évaluer le modèle. Alors, ce sera en partie des choses que je ne pourrai pas vous présenter ou qu'il faudra me faire confiance, mais je parlerai des objectifs du modèle, les hausses et baisses possibles qu'on peut espérer, l'effectivité sur base de aussi ce qui se passe ailleurs et les augmentations en dehors du système. Et puis enfin, je terminerai par parler du lien qu'il y a entre ce loyer de référence et le prix du marché. Voilà quelques éléments de contexte, peut-être pas m'attarder trop là-dessus, mais voilà, les loyers élevés aujourd'hui ont des impacts sociaux importants et des impacts qui dépassent le logement. Alors, voilà, quelques chiffres. On a des hausses de loyers de l'ordre de 20% au-delà de l'inflation tous les 10 ans, et ça depuis qu'on l'enregistre, donc depuis 1985, que les loyers pèsent lourd dans le budget des ménages. L'enquête sur le budget des ménages, on sait, un échantillon qui sous-représente les classes populaires. Il y a déjà un loyer de l'ordre de 38%, un budget logement, loyer plus charge qui pèse de l'ordre de 38% du budget. Et ça a des effets forcément sur le logement, problèmes d'accessibilité, de suroccupation, etc. Des jeunes ménages, des jeunes adultes qui ont du mal à quitter le foyer familial, mais aussi des impacts en dehors du logement. Le loyer appauvrit les gens de façon importante. Un ménage sur 6 déclare avoir dû mener à des reports de soins de santé pour des raisons financières.
Alors, le logement, il est globalement laissé au marché. Hein, on a 60% de locataires et seulement entre 8 et 10% de logements sociaux. Si on prend l'autre ensemble de logements publics ou parapublics, AIS, Régie communale, CPAS, ASBL, etc., c'est environ 5% des logements. Donc, l'essentiel est laissé au marché. Les loyers constituent globalement en moyenne un transfert massif d'argent qui part de ménages plus pauvres vers des ménages plus riches. Hein. Donc, les statistiques que je viens de présenter jusqu'avant portaient sur les locataires. On parle très peu du point de vue des propriétaires. Hein. L'Observatoire des loyers, c'est une enquête uniquement au travers des propriétaires, des locataires. Moi, ce que je réalise dans ma thèse, mais voilà, je présente que quelques mots ici, j'essaie de m'intéresser aussi du point de vue des propriétaires. Hein. Donc, 75% des logements loués par des personnes physiques appartiennent à des propriétaires qui sont dans les 5 derniers déciles, alors même que les locataires sont surreprésentés dans les bas déciles. Donc, on a vraiment un transfert d'argent qui va des ménages plus pauvres vers des ménages plus riches. Ces ménages bailleurs sont une minorité des Bruxellois. Il y a environ entre 10 et 15% des ménages bruxellois qui sont bailleurs. À cela, il faut ajouter des bailleurs qui habitent en dehors de la région. Entre 30 et 40% des logements appartiennent à des bailleurs qui sont en dehors de la région, surtout en périphérie proche. Et eux, ils ont un nombre qui représente environ 10%. Donc, on a un schéma de lutte de classe, on veut dire, entre un gros 60% et un gros 20% de la population. Alors, la location de logement, il me semble qu'on peut l'interpréter à partir du concept d'exploitation. Les locataires travaillent pour payer leur logement. Ils payent de l'ordre de 40% de leur budget. Ils travaillent de l'ordre de 1 à 2 semaines par mois pour payer leur loyer. De l'autre côté, on voit que les propriétaires, eux, mettent que quelques journées par an pour entretenir le logement. Il y a une partie qui est en fiscalité. Hein. On estime environ 20% du loyer qui est pour les petits et gros entretiens. La fiscalité, ça tourne entre 10 et 30%. Et donc, on peut estimer que la rente en part du logement, du loyer, pardon, ça s'équivaut entre 40 et 60% directement dans la poche du propriétaire. Bon, voilà quelques éléments de contexte, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, les données utilisées, donc, pardon, c'est un modèle hein, qu'on essaie d'estimer le loyer. Ce modèle est basé sur des données. Ces données, c'est les données de l'enquête de l'Observatoire des loyers. Ces données ne sont pas fiables. Pourquoi elles ne sont pas fiables? D'abord parce que essentiellement parce que la façon dont l'enquête a été réalisée est problématique. D'abord parce que quand on fait une enquête, forcément, on peut pas, donc c'est une enquête, on ne peut pas aller questionner tout le monde, mais on veut que les personnes qu'on va questionner ressemblent à la population. Et donc, pour faire ça, on est censé faire un échantillon aléatoire. On n'est pas censé aller voir des gens qui ont tous, ou plus ou moins, des tendances, tous les mêmes caractéristiques et qui dévieraient des caractéristiques de la population. Ici, les consignes qui sont données aux enquêteurs, elles sont très limitées. Ils vérifient seulement s'il y a suffisamment d'enquêtés par secteur statistique. Et on dit ensuite, au sein du secteur statistique, varier les types de rues, varier les rues et les types de rues, et aller voir les endroits où les gens ont du temps, comme les Wasserettes. Alors forcément, si on fait ça, on a un biais. En plus, ce biais n'est pas mesurable, on est incapable de recaler les données sur base de choses qu'on sait déjà. Donc pour vous donner un exemple, dans l'échantillon, il y a 16% des enquêtés qui déclarent habiter dans un logement où il y a un concierge. Forcément, ce nombre est supérieur à celui de la population, dans la population qu'on veut enquêter. Donc forcément, on pense qu'il y a des biais. En plus de ça, le questionnaire est long, certaines questions sont ambiguës. Par exemple, c'est incapable d'isoler le loyer des charges. Dans le questionnaire, il y a juste une case à cocher. Bref, il y a vraiment des problèmes dans cette enquête. Alors, je vous avais parlé tout à l'heure d'un des contrats de recherche sur lesquels on était occupé maintenant. On est en train de prévoir une nouvelle enquête. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Quand je dis toutes ces critiques sur l'enquête, je ne veux pas jeter la pierre aux enquêteurs. Je pense que c'est aussi et surtout une question de moyens. Les enquêteurs travaillent avec des contraintes et forcément, une enquête de bonne qualité, eh bien, ça coûte cher.
À court terme, donc, on prévoit une nouvelle enquête avec un échantillon aléatoire, stratifié, où on peut vérifier les non-réponses, se dire, eh bien, cette personne-là ne nous a pas répondu, on sait pourquoi. En tout cas, on connaît les caractéristiques de la personne et donc on va recaler les données, repondérer les données sur base aussi en tenant compte de ces non-réponses. À moyen terme, ce qu'on pense qu'on devrait faire, c'est utiliser l'enregistrement des baux. Donc, les baux sont censés être enregistrés. Donc, ça donne un échantillon quasi exhaustif. Forcément, ça amène des questions sur le besoin de contrôle de cet enregistrement. Il faut que tous les baux soient bien effectivement enregistrés, qu'on mette en place des mécanismes de contrôle, éventuellement de sanctions sur ces enregistrements. Et puis, il faut qu'il y ait des champs supplémentaires qui soient ajoutés dans l'enregistrement. Aujourd'hui, en fait, on upload un PDF avec le bail. Ce n'est pas utilisable quand on veut faire des traitements statistiques dessus. Donc, il y a des champs qui doivent ils doivent créer un formulaire avec des champs, etc. Donc ça doit être fait et c'est en cours de réalisation. Et puis, il faut gérer la fin des baux, parce qu'un bail peut être reconduit. Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte de ça? Tu sais, c'est des problèmes qui sont à régler dans cette base de données. Alors, le modèle, je vais pas... donc là, j'ai un enjeu de vous faire quelque chose qui était un peu compréhensible et pas trop technique. Donc avant, la première grille qui a été publiée, le premier loyer de référence, c'était une grille. Donc, on donnait le type de logement, est-ce que c'était une maison ou un appartement, le nombre de chambres, l'état, je reviendrai dessus, le quartier, et on avait un loyer par mètre carré. Et puis après, on multipliait ce loyer par mètre carré par la surface, et ça nous donnait le loyer de référence. À ça, on ajoutait quelques éléments supplémentaires, mais l'essentiel était fixé comme ça. Ça donnait en fait des loyers très bas et bien sous-estimés par rapport au marché. Un exemple, par exemple, c'est pour un 20 mètres carrés, on pouvait trouver des loyers de l'ordre de 150 €. Ce n'était pas crédible. Et donc, c'est pour cette raison qu'on nous a demandé de faire le sale boulot, de réaugmenter les loyers de référence. Et donc, on est passé d'une grille à un système d'équations. Donc, je vais vous montrer ici un graphique. Vous avez tous les petits points, sont des... Je ne sais pas si vous m'entendez si je parle comme ça. Les petits points, le ne fonctionne pas. Les petits points, ce sont les enquêtés. Les lignes en tiret, c'était ce que prévoyait la grille. La grille prévoyait un loyer par mètre carré qui était déterminé une bonne fois pour toutes. En bleu, c'est en bon état dans un quartier riche. En rouge, c'est en mauvais état dans un quartier pauvre. Donc, vous voyez que le loyer de référence en par mètre carré est situé entre les deux. La ligne pleine, là, c'est le nouveau système par grille d'équation. On voit qu'avec une équation, on arrive beaucoup mieux à coller aux données. Donc, on arrive à avoir des loyers qui reflètent mieux la réalité. Et on voit que pour les petites superficies, on avait un loyer de la grille qui était bien en dessous des points. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait une grille qui sous-estimait les loyers des petits logements. Alors, comment fonctionnent ces équations? Eh bien, elles ont des variables principales, dire 5, mais parmi les 5, il y en a 3 qui sont vraiment importantes. C'est le type de logement, appartement ou maison, nombre de chambres et surface. Une fois ça donné, on ajoutait l'état du logement. L'état du logement est déterminé uniquement par construit ou avant après 2000 et la présence, oui, non, de double vitrage partout. Et puis l'environnement du quartier. Et donc l'environnement, il est déterminé par, on a utilisé un indice synthétique à l'échelle des secteurs statistiques. Donc en gros, il y a... c'est plus de 729 secteurs statistiques à Bruxelles, qu'environ il y a 15 000 personnes par secteur statistique. C'est des unités qui sont plus fines que celles qui étaient utilisées avant, qui étaient le quartier monitoring. Néanmoins, ces deux variables, état du logement et environnement du logement, pèsent peu pour déterminer le loyer. L'essentiel était déterminé par les 3 variables précédentes. Ensuite, à cela, on ajoute des aménités supplémentaires, c'est comme ça qu'on les appelle, des variables qui vont ajouter des euros, vraiment en euros et pas des loyers et pas des euros par mètre carré comme les précédents. Chauffage central, est-ce qu'il y a système de régulation thermique, est-ce qu'il y a une deuxième salle de bain, est-ce qu'il y a des espaces récréatifs, jardin, terrasse, balcon, est-ce qu'il y a l'espace de rangement, cave, grenier, oui, et puis après la PEB. Alors, ce modèle, donc, comme je le disais, il prend mal en compte l'état.
du logement et la qualité du logement. Et il me semble que ça laisse des voies aux propriétaires pour contester le loyer de référence. Hein, on pourra toujours dire, eh bien, il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte ou mal pris en compte dans la grille, et donc le propriétaire pourra justifier le fait d'avoir un loyer supérieur à la grille. Par ailleurs, hein, les défauts de qualité substantielle, Nicolas parlait d'une insécurité juridique. Pour moi, ce n'est pas clair, ce truc. Et donc, ça semble compliqué pour les locataires d'imaginer qu'ils vont pouvoir se baser sur des choses pas claires pour entamer des démarches et rentrer en conflit avec leurs propriétaires. Alors, en France, il y a un système similaire qui a été mis en œuvre et les associations disent que les propriétaires arrivent à contourner le loyer de référence en augmentant le nombre de chambres, parfois avec des petites pièces, en justifiant des compléments de loyer pour des caractéristiques exceptionnelles, en gonflant les charges, en facturant des services, etc., etc. Voilà, je rentre maintenant dans les choses que je vous présente sans pouvoir vous présenter tout en détail. Donc ça, c'est un tableau qui a été utilisé pour justifier la mise en place de cette grille des loyers. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être mieux comme ça. Vous pouvez voir que pour les logements qui ont des qualités de confort mauvaises, les loyers sont régulièrement au-dessus de ceux qui ont des qualités de confort moyennes. Hein, ici 580, ici 560, 700, 645, etc. Ce n'est pas important, mais c'est quand même présent. Et donc, l'idée derrière ce système de loyer de référence, c'est quoi? C'est de limiter les loyers qui dévieraient de la norme. Hein, donc, et ce serait ceux-là. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y aurait des effets de discrimination. Les gens subiraient des discriminations, seraient coincés dans un sous-segment sur lequel les propriétaires pourraient jouer sur des effets de pénurie et justifier des loyers supérieurs au loyer normal. J'ai reproduit ceci. Alors, les qualités de conditions de confort, pour construire ce tableau, en fait, ce n'est pas clair comment ça a été réalisé. C'est une méthodologie qui n'est pas reproductible et qui est, à mon sens, problématique. Et donc, moi, j'ai utilisé une autre variable qui est dans quel état est-ce que vous trouvez votre logement. Et c'est là où vous devez vous faire un peu preuve d'imagination, mais en gros, ce que moi j'obtiens, c'est une relation tout à fait normale avec des loyers plus élevés pour des logements en meilleure qualité, des loyers moins élevés pour des logements en moins bonne qualité. Donc, je ne retrouve pas ce qui est présenté dans ce tableau-là. Ensuite, je me suis demandé qui et combien les gens vont pouvoir obtenir de contestation de loyer. Alors, il me semble, Nicolas, et c'est ma première question pour toi, qu'il y a aussi des loyers abusivement bas déterminés par le système. Hein, donc, ceux qui sont 30% en dessous du loyer de référence, le propriétaire va pouvoir demander des hausses de loyer. Et donc, j'ai regardé qui va pouvoir espérer des hausses de loyer, qui va pouvoir espérer des baisses de loyer. J'ai regardé ça par tranche de loyer, les petits loyers, les moyens loyers, les hauts loyers. Qu'est-ce que j'observe? C'est là où vous devez me faire confiance. C'est que les bas loyers risquent plus d'avoir des hausses de loyer et que c'est surtout les hauts loyers qui peuvent espérer avoir des baisses de loyer. Ensuite, j'ai fait la même chose, mais avec des revenus. Donc, j'ai divisé mon échantillon sur base de leurs revenus tenant compte de la taille du ménage. Qu'est-ce que j'observe? C'est que c'est surtout les hauts revenus qui vont pouvoir espérer des baisses de loyer et c'est surtout les bas revenus qui risquent d'avoir des hausses de loyer. Alors, voilà, comme on l'a dit, un des nœuds du problème, c'est que la contestation est liée à l'initiative individuelle hein, et que c'est un risque vraiment important pour les locataires de rentrer en conflit avec leurs propriétaires dans une situation où le rapport de force est défavorable. Alors, il y a une expérience à Paris sous la loi Allure, donc une loi similaire pendant 1 an et demi. Il y a eu 225 demandes de baisse et les plus ou moins la même chose de demandes de hausse. Donc, autant de demandes de hausse que de baisse et en gros, peu de demandes. Donc, on pourrait envisager que ce système soit contraignant. Alors, pour moi, le mot contraignant, ce n'est pas suffisamment clair. Pour moi, il faudrait introduire une tierce personne, un organisme, un fonctionnaire qui vienne vérifier, hein, pas que ce soit laissé à l'initiative individuelle, dans un cadre où le conflit est dans un rapport de force défavorable avec le locataire. Alors,
on n'en parle pas beaucoup, mais il me semble que ce que nous, on a produit, de faire publier comme ça des loyers de référence, il y a un risque aussi en dehors du système que les propriétaires voient un loyer de référence et donc fassent augmenter leur loyer. Alors ici, j'ai reçu un mail d'une amie, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est un cas parmi d'autres, mais voilà, il y a le propriétaire qui, en voyant le loyer de référence, il dit je vois sur le site loyer.bruxelles ce que le loyer de référence pour cet appartement serait de, etc. Et donc, il a augmenté le loyer de 880 € à 950 €. Alors, l'ampleur de ce mécanisme, il est difficilement mesurable vu la faible connaissance qu'on a. Hein, j'ai parlé de la piètre qualité de l'enquête sur les loyers qu'on a. Mesurer cet effet, ça va être compliqué, mais à mon avis, ce n'est pas négligeable. D'autant, et ça, vous devez me faire confiance, qu'il me semble que c'est surtout les bas revenus qui sont avec des loyers en dessous du loyer de référence, hein, probablement parce qu'ils ont trouvé la perle rare, parce que la qualité, comme je disais, est mal pris en compte dans la grille, et donc ce sont eux qui sont en dessous. Et donc, il y a un risque de faire augmenter les loyers, justement, de ceux qu'on aimerait faire baisser. Et je terminerai par ça. Donc, quel lien on peut parler entre ce loyer de référence et le prix du marché? En gros, ce loyer de référence, c'est le prix du marché. C'est censé être une photo du marché. Donc, l'objectif n'est pas de limiter le prix du marché, mais uniquement ceux qui dévieraient de la norme. Alors, on pourrait dire, mais on prend celui d'aujourd'hui, alors que si on avait pris il y a 10 ans, 20%, et comme on a des hausses de 20% environ tous les 10 ans, eh bien, les loyers moyens aujourd'hui seraient abusifs vis-à-vis de ceux d'il y a 10 ans. Il a été avancé que ça pourrait avoir un effet quand même sur l'évolution générale des loyers. Alors, il y a eu 3 études en France sur un système qui était similaire. Et alors, ils montrent que après la mesure, il y a 20% des loyers qui sont au-dessus du loyer de référence, alors qu'ils auraient été 25 sans la mesure. Cette baisse, qui aurait eu une baisse des loyers sur les petits logements de l'ordre de 3% du loyer, hein, donc de l'ordre de 15%, 15 € par mois, c'est pour un loyer de 500 €, mais uniquement sur les petits loyers. Et il pointe que le loyer de référence sous-estime les loyers des petits logements. Vous vous rappelez ce que je vous racontais tout à l'heure avec la grille de 2018 qui sous-estimait les loyers des petits logements. Donc, on avait le même problème dans notre grille avant qu'eux, ils avaient aussi. Et c'est peut-être ça qui explique que le loyer des petits logements a baissé. Toujours est-il que grâce à nous, maintenant, les loyers des petits logements ont été augmentés. Donc, vous ne pouvez pas espérer ceci pour cette raison. Une autre étude qui montre qu'il y a énormément d'annonces qui ne respectent pas, le loyer de référence, environ 40%, selon une étude, 48% selon une deuxième étude. Énormément d'annonces qui ne respectent pas ce loyer de référence. Voilà, donc je conclurai comme ceci. Donc, l'objectif de ce loyer de référence, c'est de limiter ceux qui ne dévieraient pas de la norme. Il me semble que cet objectif est trop ambitieux, vu les problèmes sociaux liés au loyer élevé. Que le loyer de référence, aujourd'hui, les propriétaires vont pouvoir le remettre en question facilement parce que le modèle qu'on a fait et on fait de notre mieux, il est imparfait et il y a plein de trous dans lesquels, plein de brèches dans lesquelles les propriétaires vont pouvoir s'engouffrer. Les contestations possibles, les baisses de loyer sont surtout possibles pour les hauts loyers et les hauts revenus, tandis que les hausses de loyer qu'on peut attendre vont être surtout possibles pour des petits loyers et les bas revenus. Il faut tenir compte des augmentations possibles en dehors du système de commission paritaire. Alors, c'est difficilement évaluable, mais à mon avis, c'est important. Un des nœuds du problème, c'est que la contestation est laissée à l'initiative individuelle dans un contexte où le rapport de force entre les locataires et les propriétaires est défavorable aux locataires. Alors, quelle piste on pourrait envisager? Il me semble que si on veut garder ce système de loyer de référence, il y a 2 choses qui sont nécessaires. D'abord, c'est d'avoir un loyer de référence qui est en dessous du prix du marché. Ensuite, il faut qu'il y ait un organisme, une tierce personne qui soit chargée de vérifier les loyers et qui agisse uniquement sur les loyers trop élevés, hein, pas qui aille remonter les loyers trop bas. Et puis voilà, il y avait la question que vous m'avez posée, Hugo, est-ce que tu bazarres tout ou est-ce que qu'est-ce que tu fais si tu fais sans ce loyer de référence? Et donc là, il me semble que on n'a pas ici la place d'aller en détail, mais il me semble qu'on pourrait
revendiquer des fixations, des baisses de loyer. Hein, les fixations de loyer, ça a été fait énormément le siècle passé. Et faire ça, ça poserait problème parce que ceux qui payent des hauts loyers recevraient plus que ceux qui payent des petits loyers. Donc, il me semble quand même que ce serait plus adéquat de redistribuer les loyers, hein, de parler de la fiscalité sur les loyers, mais redistribuer les loyers, d'augmenter la fiscalité, ça ne peut pas se faire sans figer les loyers, parce que sinon, en fin de compte, c'est les locataires qui payeront ça. Voilà, je vous remercie pour votre temps et voilà, hâte d'entamer la discussion.